Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en cette période difficile. Bienvenue dans notre troisième webinaire consacré aujourd'hui aux éléments essentiels des contrats commerciaux internationaux. Cette présentation s'inscrit en fait dans le cadre d'une suite de différentes présentations. C'est en fait l'aboutissement d'une trilogie de présentations différentes et antérieures qui s'intitule The Legion Series, les éléments essentiels des contrats commerciaux internationaux. Alors, quelques petits aspects pratiques peut-être avant de commencer. La première chose, c'est que vous pouvez normalement télécharger les slides en cliquant directement sur un bouton qui se présente en bas à droite de votre écran sous le nom Handouts. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y aura durant la présentation, à un moment donné, une question dont le fait de répondre, pour lequel le fait de répondre vous permet de délivrer une fameuse attestation que vous recevrez en fin de présentation. Et cette attestation peut être valorisée pour les juristes d'entreprise auprès de l'Institut des juristes d'entreprise. Donc, vous recevrez en fait un email avec un lien intitulé GoToWebinar pour recevoir cette attestation. Alors, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via la fonction chat qui est disponible normalement sur votre écran également. On ne pourra malheureusement pas y répondre directement en live en fin de webinaire compte tenu du temps et du timing qui nous est imparti, mais on se fera un plaisir de vous y répondre par écrit et donc par email. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les webinaires précédents portaient sur deux sujets distincts, mais en continuité avec la présentation que je vais donner aujourd'hui. Ma collègue Olivia Sant'Antonio a donné un premier séminaire sur le droit applicable et les contrats spécifiques en matière de contrats commerciaux internationaux. Et mon autre collègue Samuel Delcominette vous a donné un séminaire sur les conditions générales, la question de leur validité, de leur opposabilité et des aspects B2B. Alors, chaque webinaire a une durée d'environ 30 minutes, 30 à 40 minutes, ça peut varier bien évidemment. Et vous pouvez tous les retrouver sur la plateforme YouTube, directement sur la page de notre site Lydiane. Alors voilà, je vous propose d'en venir directement au fait et de rentrer concrètement dans le vif du sujet. Je vous propose donc l'aperçu suivant. Par rapport à tous les sujets que je vais aborder dans le cadre de ce webinaire. On va examiner en fait les différentes clauses et les différentes possibilités que vous avez de rédiger votre contrat commercial international au mieux. Alors, le premier sujet se penchera sur la question des garanties et de la responsabilité des parties en cause dans le contrat. J'aborderai ensuite la question de l'exclusivité contractuelle. On sait que c'est très fréquent en matière de concession de vente, notamment, et de contrat cadre. Ensuite, une troisième question très pertinente et qui a toute son importance, bien évidemment, dans le contexte actuel du coronavirus, c'est la question de la force majeure. Ensuite, je vous parlerai des clauses pénales. Ensuite, de la problématique du choix de juridiction ou de la juridiction compétente, pardonnez-moi, pour statuer sur un éventuel litige découlant du contrat. Ensuite, on se penchera un petit peu sur la question du refus de vendre, qui maintenant, grâce à la nouvelle loi B2B, qui rentrera bientôt en vigueur, pardonnez-moi, qui est déjà rentré en vigueur le 1er décembre 2020, ce refus de vente peut constituer un abus de dépendance économique. On en parlera tout à l'heure. Il y a évidemment la question des litiges éventuels qui est à garder à l'esprit quand vous rédigez votre contrat et quand vous l'appliquez avec votre contractant. Et en fin de webinaire, je me permettrai de vous donner quelques indices, quelques conseils pour la rédaction de vos contrats. Alors, concernant le premier sujet, la question des garanties et de la responsabilité, bien évidemment, dans vos contrats, les clauses de garantie peuvent jouer un rôle fondamental. Par exemple, lorsque vous prévoyez une garantie sur les biens pendant une certaine période. C'est ce qu'on va appeler une clause de responsabilité entre guillemets positive, c'est-à-dire une sorte de garantie donnée avant la survenance d'un litige éventuel. Alors, dans le slide, je vous ai mis l'exemple suivant.
que je me permets de lire avec vous. Le vendeur garantit que le produit vendu ne présentera aucun défaut susceptible de pouvoir empêcher son utilisation normale pendant une période d'1 an à compter de la date du présent contrat. Donc voilà, ici on a un exemple de clause typiquement de garantie qui est donnée par le vendeur avant la survenance d'un litige potentiel avec son acheteur. Et pour parler peut-être un peu plus concrètement, ça se rapproche directement, mais en matière B2C cette fois et pas en matière B2B, de la garantie contractuelle des biens de consommation. Quand vous achetez par exemple un bien pour des achats ou en tout cas des intérêts purement privés, le vendeur va vous donner une garantie légale des biens de consommation qui dure 2 ans à compter de la date de l'achat. Donc, toujours en matière de garantie et de responsabilité, il y a bien évidemment l'inverse, ou je me permettrai de dire plutôt un autre type de clause de responsabilité, c'est ce qu'on appelle la clause de responsabilité entre guillemets négative, c'est-à-dire une sorte de limitation de responsabilité après, cette fois-ci, la survenance d'un litige. J'ai mis exactement également dans le slide un exemple de clause typique dans cette matière. Par exemple, donc, le vendeur n'est pas responsable des dommages consécutifs ou indirects découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci, y compris la perte de profit ou de revenus. La responsabilité du vendeur est en toute cause limitée au montant qui est dû à l'acheteur en vertu du présent contrat. On a donc ici typiquement une clause qui contient une limitation de responsabilité après la survenance d'un litige. Toujours dans le même registre, il y a bien évidemment la question des clauses de responsabilité que le vendeur professionnel voudrait pouvoir insérer dans son contrat, notamment en matière de vices cachés. Alors, le vendeur professionnel, c'est qui? C'est le vendeur qui dispose d'un certain degré de spécialisation et de ses compétences techniques dans ce qu'il fait. C'est en tout cas comme ça que la jurisprudence le considère. Et ce vendeur, en fait, légalement, par rapport à la loi, il va être considéré comme un vendeur, entre guillemets, de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'on va présumer qu'il est capable de découvrir les défauts de ce qu'il vend jusqu'à preuve du contraire. Il doit apporter la preuve pour ce fait du caractère indécelable ou indétectable du vice. C'est donc une présomption réfragable et on sait par exemple qu'en droit français, chez nos voisins les Français, ce n'est pas le cas. La présomption ne peut pas être renversée par le vendeur professionnel. Donc concrètement, le vendeur professionnel, il ne peut pas en principe pas limiter sa responsabilité pour les vices cachés, sauf à apporter la preuve du caractère indétectable du vice et donc de ce qu'on appelle plus fréquemment dans le jargon juridique l'ignorance invincible qui lui permet de s'exonérer de sa responsabilité. Alors, il n'y a par contre pas de limitation de responsabilité non plus possible pour le cas du dol et de la fraude. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fraude ou dol? En réalité, on vise ici l'intention de nuire, c'est-à-dire la fraude ou la faute intentionnelle que le vendeur peut effectivement, dans certains cas, commettre. La jurisprudence a même tendance à retenir qu'est constitutif de dol ou de fraude la réticence de lésine, c'est-à-dire quand le vendeur va conserver et ne pas révéler à son acheteur un certain nombre d'informations qui sont pourtant capitales pour le contrat. Et ça peut être constitutif, bien évidemment, de dol. Alors, en principe, le vendeur professionnel a la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité en cas de faute grave, mais il y a une petite nuance à partir de la nouvelle loi B2B qui donc est entrée en vigueur tout récemment, en fait le 1er décembre 2020. Nous avons d'ailleurs donné un webinaire spécifiquement consacré à cette question. Je vous invite à aller le consulter ou à le visionner sur notre plateforme YouTube. Donc, à partir de cette loi B2B, en fait, en réalité, la loi stipule que sont présumées abusives les clauses qui ont pour objet de libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol ou de sa faute grave. Donc concrètement, ça veut dire que le vendeur peut encore limiter sa responsabilité en cas de faute grave, mais par contre, ce qu'il ne pourra pas faire, c'est s'exonérer totalement. Sinon, la clause sera nulle. Alors, bien évidemment, il n'y a pas non plus de limitation possible pour ce qu'on appelle la responsabilité décennale, c'est-à-dire la responsabilité de 10 ans
auxquels font face les architectes et entrepreneurs pour les constructions et travaux qu'ils font, selon les articles 1792 et 2270 du Code civil. C'est ici un régime de responsabilité qu'on dit d'ordre public, avec pour la conséquence importante que toutes les clauses contraires qui prévoiraient qu'il y aurait une limitation de responsabilité décennale sont réputées nulles et non avenues. Donc, ça souligne bien évidemment donc ici l'importance du fait qu'il n'y a pas de limitation pour ce qui est de la responsabilité décennale. Donc voilà déjà des premiers éléments à garder en tête lorsque dans vos contrats, vous abordez des clauses de garantie et de responsabilité. Alors bien évidemment, il y a une concordance très importante à tenir ou à garder à l'esprit, je dirais, entre la question de la limitation de responsabilité et la couverture d'assurance, hein, quand on parle d'une assurance RC ou d'une assurance responsabilité civile. Alors bien évidemment, ce type d'assurance n'est nécessaire que pour couvrir les risques ou la responsabilité contractuelle de l'une des parties. Mais donc, si la responsabilité est exclue ou limitée dans le contrat, il n'a nécessairement pas besoin d'un contrat d'assurance ou d'une disposition contractuelle d'assurance pour couvrir les risques contractuels de la partie qui entend vouloir se protéger. L'assureur peut invoquer une limitation également de la clause de responsabilité qui est inclue dans le contrat commercial au profit de l'assuré. Donc, on voit bien ici de nouveau le lien entre assurance et clause de responsabilité. Ces deux notions sont logiquement liées. Donc, comme je le mentionnais à l'instant, l'assureur peut se prévaloir de la clause de responsabilité pour limiter ou, le cas échéant, exclure sa couverture d'assurance. Alors voilà pour le premier volet en matière de garantie et de responsabilité. Je vais maintenant vous aborder avec vous la question de l'exclusivité, qui est aussi bien évidemment à prendre en ligne de compte dans vos contrats commerciaux. Alors, la question de l'exclusivité, c'est bien évidemment important, surtout dans les matières, dans les contrats de concession et les contrats cadres qui sont relatifs à la vente de produits. Donc, l'exclusivité peut avoir trait à plusieurs aspects. Il peut s'agir du territoire où le concessionnaire, on lui garantit une exclusivité territoriale sur les produits qu'il vend. Par exemple, il peut vendre tous les produits, ou bien il est désigné comme le seul concessionnaire pour vendre tous les produits sur le territoire de Belgique, du Luxembourg et de France, par exemple. Je prends un exemple. Alors, une chose forcément qui va jouer, c'est qu'avec ça, il a un pouvoir de marché bien plus important et potentiellement aussi un profit supérieur. C'est donc là toute l'importance de l'exclusivité. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, et la jurisprudence est très fréquente et très abondante en cette matière, la modification unilatérale de l'exclusivité par, que ce soit le concédant, le producteur ou le commettant, peut constituer une violation du contrat qui justifierait, le cas échéant, l'octroi de dommages et intérêts ou d'une indemnité. C'est en tout cas une jurisprudence très fréquente en matière de droit du travail. Donc, pour vous donner un petit exemple, la jurisprudence belge a déjà pu estimer qu'une modification unilatérale de la zone de concession par le concédant peut, dans certains cas, constituer une telle faute. Et comment va-t-on calculer alors, le cas échéant, l'indemnité qui doit être octroyée au concessionnaire qui voit son exclusivité violée ou enfreinte par la partie adverse, par son concédant? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui calculer une indemnité sur base de la marge bénéficiaire qu'il aurait dû ou qu'il aurait pu obtenir s'il avait réalisé lui-même les ventes en lieu et place de celui par lequel il s'est fait, entre guillemets, remplacer. Alors voilà pour la question de l'exclusivité. Je vais maintenant vous parler d'un aspect contractuel qui, bien évidemment, a toute son importance dans le contexte actuel qu'on connaît, lié à la crise, bien évidemment, du coronavirus. C'est la question de la force majeure. Alors, la force majeure, qu'est-ce que c'est? Je vous ai fourni une définition dans le slide que vous voyez sur votre écran.
La force majeure est considérée comme un événement insurmontable qui est imprévisible, inévitable et indépendant de la volonté de la personne responsable et qui rend impossible l'exécution de l'obligation. Alors, la force majeure dans le contexte actuel peut bien évidemment résider dans différents contextes. Ça peut être la maladie elle-même qui est constitutive de force majeure, ça peut être des éventuelles interdictions professionnelles qui y sont liées, ça peut encore être des situations d'insolvabilité pour des sociétés que ces interdictions professionnelles entraînent elles-mêmes. On voit ici qu'il y a une véritable chaîne entre les différents événements qui peuvent être constitutifs de cas de force majeure. Alors, la force majeure, les cas sont assez nombreux. On peut citer comme exemple, vous les voyez à l'écran, des conditions météorologiques extrêmes, une guerre, un vol, un incendie. C'est prévu directement dans la loi, l'article 1148 du Code civil. Mais ce qu'on fait généralement, c'est on recommande bien sûr de l'inclure directement dans le contrat ou dans les conditions générales afin que le juge, en cas de litige, ait la marge, ou en tout cas le pouvoir d'appréciation discrétionnaire le plus petit qui soit. Au plus la clause sera précise et spécifique par rapport au contexte qui constitue le cas de force majeure, au moins il y aura de souci d'interprétation par rapport au contrat et au mieux la clause de force majeure pourra être appliquée. Alors, quelles sont les conditions de la force majeure en tant que telle? Alors, tout d'abord, le principe, c'est l'impossibilité d'exécution. On dit en fait que l'événement ne peut pas avoir pour conséquence de rendre plus difficile ou plus onéreuse l'impossibilité d'exécution. Alors, il y a une grande distinction majeure qui se fait entre la question de la force majeure et la question de l'imprévision. La théorie de l'imprévision est une théorie qui a été développée par la Cour de cassation pour permettre à un contrat de se voir annulé ou modifié par le tribunal si des événements anormaux et imprévisibles, c'est là où on voit en fait le lien avec la force majeure et la similarité avec la force majeure, si donc des événements anormaux et imprévisibles surviennent après la conclusion du contrat et aggravent sensiblement l'exécution de l'obligation. Donc ici, on parle de l'aggravation, en tout cas la charge pour une des deux parties de se conformer à son obligation devient en fait beaucoup plus lourde. Mais la nuance, c'est qu'ici, il s'agit simplement, dans le cadre de la théorie de l'imprévision, d'un déséquilibre des prestations. On distingue donc l'imprévision de la théorie de la force majeure parce que les circonstances invoquées ne rendent pas impossible en réalité l'exécution de l'obligation. C'est-à-dire que la partie qui fait face à des circonstances imprévisibles et veut demander l'application de la théorie de l'imprévision doit simplement prouver qu'elle se trouve face à des circonstances imprévisibles et anormales, mais elle ne doit pas nécessairement prouver qu'il est impossible pour elle d'exécuter son obligation, alors que c'est le cas justement pour la force majeure. Ça, c'était la première condition de la force majeure, c'est l'impossibilité d'exécution. La deuxième condition importante de la force majeure, c'est qu'il faut une absence de faute dans le chef du débiteur. Il ne doit pas avoir commis de faute pour pouvoir faire appel à la force majeure. Voilà pour ce slide, je passe au suivant. La question ici, est-ce que le Covid-19 constitue un cas de force majeure? On va examiner ça étape par étape, bien sûr, les deux conditions étant de savoir si le Covid est imprévisible et est également inévitable. Si par exemple, donc je prends un exemple, si la partie contractante qui invoque la force majeure avait déjà connaissance du coronavirus au moment de la conclusion du contrat, elle ne peut bien entendu plus l'invoquer comme cas de force majeure puisqu'on est ici disons que l'événement imprévisible n'est plus présent. Il n'y a plus la condition de l'imprévisibilité. Par exemple, si quelqu'un réserve une chambre d'hôtel en pleine crise de Covid, alors qu'il sait pertinemment bien que cette épidémie traîne depuis un certain temps, depuis de nombreux mois, il ne va pas pouvoir invoquer la force majeure parce qu'on n'est pas dans le cas d'un événement imprévisible. Par contre, ce qu'il peut faire,
c'est à invoquer le fait que, par exemple, le gouvernement a pris une mesure par arrêté royal, lui interdisant de se déplacer en dehors de chez lui. Il pourra alors invoquer le cas de force majeure, puisque pour lui, l'adoption de l'arrêté royal était a priori imprévisible. Mais donc, comme conseil et en conclusion par rapport à la question de la force majeure, pour que le coronavirus soit considéré comme un cas de force majeure, il faut idéalement, bien sûr, le prévoir dans le contrat, parce que sinon, il ne sera pas possible d'invoquer le cas plus général d'un événement imprévisible pour que vous pourriez, et le cas échéant, vous défaire de vos obligations. Donc, quelles sont les conséquences de la force majeure? C'est que le débiteur se voit en fait exempt d'exécuter son obligation. Il ne doit simplement plus exécuter son obligation. L'effet est clair. Et qu'en est-il alors dans le cadre des contrats synalagmatiques, donc les contrats qui obligent les parties à des obligations réciproques? Bien, la conséquence ici qu'en principe, les obligations respectives des deux parties vont s'éteindre par l'effet de la force majeure. Donc, une dernière chose, c'est qu'il faut bien distinguer la force majeure de l'impossibilité temporaire et permanente d'exécuter une obligation. Bien évidemment, si l'événement qui serait constitutif de force majeure vient à disparaître à un moment, on ne va plus parler que de cas de force majeure ayant un effet suspensif et non pas extinctif de l'obligation. Il se peut que ce soit temporaire, et alors le contrat retrouve bien évidemment ses effets pleins et entiers, si je puis dire ainsi. Alors voilà, maintenant on va passer à la question dont je parlais en début de présentation, que je vais lire avec vous. Alors, le Covid-19 constitue-t-il un cas de force majeure en l'absence d'une clause? Trois options se présentent à vous, soit jamais, toujours ou cela dépend. Voilà, je vous invite maintenant à répondre à la question. Vous avez une durée d'environ 40 secondes pour y répondre et on examinera avec vous après les résultats et bien entendu, on abordera la bonne réponse. Voilà. Voilà, alors j'ai devant moi les résultats du sondage. Alors, je vois que 100% des personnes ont répondu la bonne réponse, c'est-à-dire la troisième réponse. Effectivement, ça dépend. Ça dépend pourquoi? Ça dépend parce que le Covid peut, le cas échéant, être ou non un événement imprévisible et donc constituer un cas de force majeure. Je le rappelle, on est bien en l'absence d'une clause. Mais donc, si effectivement la personne pouvait prévoir que le Covid-19 allait affecter le contrat en tant que tel, bien évidemment, alors on se trouve dans une situation où on ne peut pas faire appel à la force majeure. Voilà, je vous remercie d'avoir répondu à la question. Et je vais maintenant me pencher sur la suite de mon exposé. La question des clauses pénales. La clause pénale, qu'est-ce que c'est? C'est une clause par laquelle les parties vont déterminer à l'avance et de manière forfaitaire l'indemnisation que le débiteur va devoir payer si jamais il manque de se conformer à son obligation. Donc, s'il ne respecte pas le contrat ou en tout cas une obligation déterminée du contrat. Alors, on parle de clause pénale, mais l'appellation en réalité est trompeuse. Ça n'a ici rien à voir avec le droit pénal. On se situe largement en dehors de la sphère du droit pénal. On utilise simplement le terme pénal pour faire référence à la peine, comme quoi en réalité le débiteur qui n'exécute pas une obligation, si une clause pénale est prévue, eh bien il va devoir payer une peine entre guillemets financière, un certain montant financier. Donc d'habitude, les clauses pénales, bien, on les prévoit soit dans le contrat, soit directement dans les conditions générales. L'objectif étant bien évidemment, dans ce cas, de garantir une certaine forme de sécurité juridique et d'inciter les parties à exécuter correctement leurs obligations. En fait, que va faire la clause? La clause, elle va permettre au créancier d'éviter d'avoir avec son débiteur un débat sur la question de la preuve du dommage et de son ampleur
et également du lien causal entre la faute commise et le dommage qu'il a subi. Toujours en matière de clause pénale, un événement, en tout cas une condition à garder en tête, c'est que le tribunal est toujours lié par une clause pénale. Mais il a tout de même un pouvoir de réduction, je vais en parler maintenant. La première chose à savoir, c'est que pour demander l'application de la clause pénale, il n'est pas nécessaire de démontrer les préjudices réellement subis. Donc, c'est-à-dire que le créancier ne doit pas démontrer les dommages qu'il a véritablement subis, mais uniquement le dommage potentiel, c'est-à-dire le dommage qu'il a subi parce que l'obligation n'a pas été exécutée de telle ou telle manière. Alors, je le disais à l'instant, le Code civil prévoit un certain pouvoir pour le juge, un pouvoir qui est assez important puisque ce pouvoir lui permet de réduire le montant d'une clause pénale qui s'avère selon lui excessive à un montant qu'il estime, selon ses propres critères, raisonnable. Donc, je l'ai dit, la clause pénale est une clause par laquelle le débiteur va devoir payer un certain montant d'argent à son créancier s'il n'exécute pas conformément au contrat son obligation. Et bien, tout simplement, que va faire le juge? En appliquant le Code civil, il va pouvoir réduire ce montant à un montant de dommage qui lui semble raisonnable compte tenu des circonstances de l'espèce. Alors, la loi B2B de 2019, mais qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2020, sur laquelle, je le rappelle, notre cabinet a donné un webinaire antérieurement, qui est présent d'ailleurs sur la plateforme YouTube et que vous pouvez consulter, c'est que la loi B2B prévoit pour le juge une possibilité d'annuler désormais la clause pénale abusive. Donc, on a en fait deux régimes. On a un régime d'un côté avec le Code civil où le juge peut réduire le montant excessif de la clause pénale. Et d'un autre côté, on a le régime du Code de droit économique où le juge va tout simplement pouvoir annuler la clause pénale qu'il estime abusive. Le principe des clauses abusives qui a fait l'objet de beaucoup de développement dans notre webinaire passé. Voilà pour la question des clauses pénales. Alors, un autre élément qui est très important pour la rédaction de vos contrats, c'est la problématique des clauses d'élection de fort, qu'on appelle aussi les clauses de juridiction. Alors, qu'est-ce que c'est une telle clause? C'est une clause qui est présente dans le contrat par laquelle les parties vont se mettre d'accord. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un concours de volonté. Les parties vont se mettre d'accord sur le tribunal ou la cour qu'ils estiment compétents pour pouvoir statuer sur leur litige. Alors, d'habitude, ce genre de clause est contenu directement dans le contrat ou dans les conditions générales et va pouvoir déterminer, par exemple, que le tribunal d'entreprise de Bruxelles est compétent pour statuer sur tous les litiges découlant ou directement ou indirectement du contrat. On peut prévoir que ce soit le tribunal de première instance de Liège. Et en fait, la liberté est quasi totale, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions et de conditions, mais dans le détail desquelles je n'ai pas l'occasion de rentrer aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe en l'absence d'un choix de juridiction par les parties? Alors, on a deux régimes qu'on applique du coup très fréquemment en droit belge. C'est d'abord le régime du règlement dit Bruxelles bis, qui est un règlement qui date de 2012, adopté au niveau de l'Union européenne, dans lequel, en fait, le législateur européen a réglé directement la question de la compétence du tribunal qui sera amené à statuer sur un litige découlant d'un contrat conclu entre des parties qui sont issues d'États membres de l'Union européenne. Par exemple, une société établie en Allemagne qui a conclu un contrat avec une société établie en France. Alors, que dit ce règlement? L'article 7 dit que est compétent le tribunal du lieu où les biens ou services ont été ou auraient dû être fournis.
excepté les contrats présentant un lien plus étroit avec le droit d'un autre État membre. Donc, si le contrat a un lien de rattachement plus important avec le droit d'un autre État membre, alors on va désigner cette juridiction-là comme ayant compétence. Le deuxième régime que l'on utilise en droit belge, c'est le régime du Code de droit international privé, qu'on abrévie plus souvent sous le nom CODIP. Donc, concrètement, on est là dans la situation où ce sont des sociétés qui ont conclu un contrat, mais l'une des deux sociétés ou les deux sociétés ne sont pas issues d'un État membre de l'Union européenne. Qu'est-ce qui va se passer alors dans ce cas-là? L'article 96 du Code prévoit que le juge saisi va devoir se prononcer lui-même sur la question de sa compétence. Et en Belgique, le juge belge sera compétent si l'obligation contractuelle est soit née en Belgique, ou bien si l'obligation contractuelle a été ou devrait être exécutée en Belgique. On a donc des critères qui sont bien précis et déterminés soit au niveau européen d'une part, soit au niveau belge d'une part, pour le cas où on a un contrat conclu entre des parties qui ne sont pas issues d'États membres de l'Union européenne. La dernière possibilité, bien évidemment, est de désigner un tribunal arbitral par le biais d'une clause d'arbitrage. Ça, c'est le cas lorsque des règles ad hoc ont été convenues dans le contrat. Et dans ce cas-là, on peut faire recours à un arbitrage institutionnel. C'est le cas, par exemple, du CEPANI. Alors, je vais maintenant en venir à une autre question qui a toute son importance parce que la loi B2B, de nouveau, est venue apporter certaines modifications au régime existant. Le refus de vendre, qu'est-ce qu'on vise ici? On vise l'acte du vendeur qui refuse de donner suite à la demande d'un acheteur potentiel, alors que cet acheteur est tout à fait solvable et qu'il est prêt à accepter les conditions de vente du vendeur. Le refus de vendre peut constituer un abus de droit. Qu'est-ce qu'on entend par abus de droit? De nouveau, une notion juridique. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là en fait l'exercice d'un droit, mais qui n'est pas fait de manière proportionnée et raisonnable par le titulaire de ce droit. Donc, c'est l'exercice d'un droit de manière manifestement exagérée ou disproportionnée. Alors, le critère fondamental pour décider du caractère abusif du refus de vendre, c'est l'intention de nuire, donc la fraude, le dol. C'est aussi la question de savoir si le refus est proportionnel ou non au manque à gagner par celui qui refuse de vendre. Et la sanction qui est prévue, c'est soit d'imposer un exercice normal du droit, c'est-à-dire que le juge éventuellement saisi de cette question va imposer la vente, soit via un octroi de dommages et intérêts, donc d'une compensation financière à l'acheteur qui se voit opposer par son vendeur potentiel un refus de vendre. Donc, si le refus est arbitraire ou discriminatoire, il peut être abusif. C'est ce que je disais tout à l'heure. La nouvelle loi B2B du 4 avril 2019, entrée en vigueur au début de ce mois, prévoit maintenant un petit changement de régime pour les relations B2B, donc entreprise et entreprise, business to business. Et que prévoit cette loi? Elle prévoit que le refus de vente peut constituer un abus de dépendance économique. Si l'entreprise qui est dominante, donc qui se trouve dans une situation de dominance économique, n'est disposée à vendre qu'à des conditions ou à des prix qu'elle ne pourrait pas obtenir dans des circonstances normales. Elle prévoit aussi, cette loi, un allègement de la charge de la preuve en ce qui concerne l'abus de droit. Et qu'est-ce qu'elle prévoit? Deux sanctions possibles essentiellement. C'est l'action en cessation devant le tribunal de l'entreprise par la personne intéressée qui entend se prévaloir d'un refus de vente abusif à son égard, ou une action en dommages et intérêts. Voilà pour la question du refus de vendre. Alors, la question des litiges potentiels, je ne vais pas trop m'y attarder dessus parce que je vois que le timing arrive bientôt à échéance, si je puis dire. L'important, bien évidemment, c'est de constituer votre dossier. Pourquoi? Parce que le droit belge consacre le principe de la preuve écrite. Donc, tous les documents écrits, que ce soit des emails, des factures, des bons de commande, ont leur place pour apporter la preuve de certains faits devant le juge. C'est
pourquoi il est très important, bien évidemment, de les conserver. Alors, un deuxième élément à retenir, c'est qu'une solution à l'amiable est souvent plus efficace et s'avère moins coûteuse que des procédures judiciaires qui, elles, peuvent s'avérer assez longues. D'ailleurs, le code judiciaire, donc la loi en Belgique, prévoit que le juge a l'obligation de tenter de concilier les parties et d'encourager également un règlement amiable. Le but étant simplement d'éviter l'engorgement des cours et tribunaux qui, on le sait en Belgique, est assez conséquent, particulièrement devant les juridictions d'appel de Bruxelles. Alors, les clauses qui sont importantes dans le cadre des litiges, les clauses de choix de loi applicables, ma collègue Olivia Santantonio vous en a parlé dans le premier exposé, dans le premier webinaire du mois de novembre. La question de la juridiction compétente, j'en ai parlé précédemment. La question des clauses de responsabilité, j'en ai parlé ici au début de mon exposé. Et la question des clauses résolutoires express par lesquelles donc une partie, en tout cas les parties dans le contrat conviennent qu'à certaines conditions, le contrat sera résolu de plein droit. Alors, on arrive ici à la fin de l'exposé. Quelques petits conseils par rapport à la rédaction de vos contrats commerciaux internationaux, puisque c'est ça au final le but et l'objectif à retenir de cette présentation. Les clauses essentielles auxquelles vous devez faire attention, je l'ai dit tout à l'heure, le choix de la loi applicable, la question de la durée du contrat, éventuellement, est-ce que c'est sur plusieurs années, sur plusieurs mois, est-ce qu'un renouvellement tacite est prévu? La question des clauses résolutoires express, des indemnisations, de l'adaptation des prix aussi, bien évidemment, ça peut jouer un rôle. Les clauses pénales, j'en ai parlé tout à l'heure, la force majeure également, et la question des clauses de divisibilité qui permettent la survie du contrat si le contrat vient être déclaré nul. C'est bien évidemment important d'insérer ce type de clause pour éviter de mauvaises surprises si jamais le juge annule le contrat, veut annuler, en tout cas annuler le contrat dans son entièreté, s'il est d'avis que la clause a tellement pour objet, si elle vient être annulée, de vider le contrat de son essence, de sa raison d'être. La question aussi de faire prévaloir ses propres conditions générales sur celles de l'autre partie. Je vous renvoie ici à l'exposé que mon collègue Samuel Delcominetz vous a donné dans le deuxième webinaire de cette série, que vous pouvez revisionner sur YouTube. Et en conclusion, je dirais que voilà, il est toujours important de garder à l'esprit les litiges qui peuvent potentiellement survenir. C'est bien évidemment fondamental dans la manière pour vous de rédiger vos contrats. Voilà, on en arrive à la fin de cet exposé. Je vous remercie pour votre attention. On clôture par cette présentation la série des 3 webinaires qui ont été donnés. Vous pourrez télécharger, en tout cas si vous avez répondu à la question, bien évidemment, vous pouvez télécharger l'attestation à faire valoriser auprès de l'Institut des juristes d'entreprise pour ceux qui sont concernés par une telle attestation. Voilà, j'espère que ce webinaire a été clair, précis. Je vous souhaite une excellente après-midi et à bientôt. Au revoir.